Déjà, bienvenue à tous pour ce premier webinaire associatif organisé par l'API, Association Porte de l'Isère Environnement. Et nous sommes nombreux ce soir à nous réunir et nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première rencontre en ligne sur le thème du développement du vélo dans le Nord-Isère. Merci pour votre participation en tant que spectateurs et intervenants. Seront en ligne pour apporter leurs propositions et pour répondre au public, Madame la députée Caroline Abadie, des élus des communautés de communes du Nord-Isère, du conseil départemental, Carole Kawan, administratrice de la FUB, donc c'est la Fédération des usagers de la bicyclette, des panélistes de Radio Couleur, de la GEDEN et des cyclistes et membres de notre association locale, l'API. Sur 90 minutes de webinaire, la moitié du temps sera alloué aux questions-réponses pour dialoguer avec les intervenants et le public via le chat du webinaire, ainsi qu'avec les panélistes à qui je donnerai la main, enfin en tout cas l'accès au moment opportun. Alors n'hésitez pas à poser vos questions via le bouton chat qui est en bas de votre écran Zoom. Il s'appelle également discussion, c'est une espèce de bulle. Et vous pouvez indiquer votre commune ou engagement professionnel ou associatif en lien avec les questions de la mobilité si vous le souhaitez. Pour cela, je vous invite à sélectionner dans le chat donc questions à tous les intervenants et spectateurs, sauf évidemment si vous souhaitez questionner une personne en particulier, auquel cas vous sélectionnez la personne. Ainsi, tous les autres participants pourront, dans la mesure où vous avez sélectionné intervenants et spectateurs, l'ensemble, pourront vous répondre directement ou rajouter leur avis. De plus, le webinaire est enregistré. Donc, vous voyez en haut à gauche de votre écran un petit signe d'enregistrement. Oui. Et sera consultable sur la chaîne YouTube de l'API suite à cet événement, afin évidemment soit de le revoir ou de le partager dans vos réseaux personnels ou professionnels. Donc, Christopher Thornton, ici à l'écran, membre du bureau de l'API, assurera l'animation du webinaire et notamment le respect des temps de parole, chose très importante pour que chacun puisse s'exprimer. Donc, on fait appel aussi à des réponses concises et dans le sujet. Et je passe la parole à Cyrielle Jantaz, qui vous dira rapidement qui est l'API, puis à Caroline Abadie, députée de la 8e circonscription de l'Isère, pour ouvrir notre discussion, enfin nos discussions, avec une vision nationale du vélo. J'y vais. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Donc, effectivement, juste une petite présentation de l'API. Donc, l'API, c'est l'Association Porte de l'Isère Environnement. Elle a été fondée en 2008 par le regroupement de plusieurs associations environnementales du secteur. Aujourd'hui, elle couvre 48 communes du Nord-Isère, donc en gros de Hérieux à Saint-Didier-de-la-Tour et de Saint-Savin à Flachère. Elle est membre de la FNE, France Nature Environnement, de la FEB, Fédération des usagers de la bicyclette, et de AF3V, Association pour le développement des vélos et des voies vertes. L'API a 3 objectifs, donc connaître le patrimoine naturel pour le préserver, mais aussi partager ses connaissances, anticiper et réagir pour faire face aux atteintes à l'environnement et améliorer le cadre de vie. Donc pour cela, l'API travaille sur 3 grands pôles. Donc on a un pôle biodiversité avec des experts naturalistes qui font aussi de l'éducation à l'environnement dans les écoles, un pôle mobilité avec notamment l'atelier Oser le vélo et un pôle environnement gris avec plusieurs sujets dont le suivi des installations classées et la partie déchets. L'API avance aussi sur d'autres thématiques que vous pouvez voir sur la droite, donc c'est assez divers. Et pour ça, donc, sont rassemblés autour de tous les projets de l'API 3 salariés et 350 adhérents. Donc, API, c'est une association qui laisse un peu libre ses adhérents et ses bénévoles de participer à son projet. Donc, voilà, si vous avez un projet qui se rattache aux 3 grands pôles que vous venez de voir, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer un mail, il est affiché. Du coup, voilà pour l'API et je passe du coup la parole à Caroline Abadie. Bonsoir à tous. Merci pour cette initiative. On parle de vélo ensemble depuis quelques temps. Je pense qu'on avait même des réunions qui auraient dû se faire s'il n'y avait pas eu de l'année dernière. Toujours est-il que je trouve l'initiative très très bonne
Et je vous remercie d'avoir monté ce moment qui nous permet d'échanger et moi particulièrement aussi d'être plus près du territoire et de pouvoir faire remonter des informations, notamment au gouvernement, et qui est très friand en ce moment d'éclairage du territoire parce que, vous le savez, ils ne peuvent pas beaucoup se déplacer et donc c'est primordial pour eux de garder le contact avec les territoires par l'intermédiaire notamment des députés. Alors moi, si je suis invitée ici, c'est que vous savez que je suis convaincue que le vélo a toute sa place dans notre Nord-Isère et dans nos collines et j'espère que tout le monde est aussi convaincu et en tout cas qu'à l'issue de cette réunion, tout le monde le saura. Je vous donne quelques chiffres qui, moi, me marquent, qui me frappent beaucoup. C'est que 80% des déplacements des Français aujourd'hui se font en voiture. 60% des personnes qui travaillent ont des déplacements inférieurs à 9 km. 9 km, c'est à peu près une demi-heure en vélo. Et on a encore un chiffre qui est encore plus effrayant, c'est que 60% de ceux qui ont un trajet domicile-travail de moins d'1 kilomètre le font en vélo. Donc, vous voyez, on a un gros potentiel de progression et j'espère qu'on va pouvoir faire avancer ce sujet auprès de tous les habitants de notre Nord-Isère. On a une étude, je crois, que vous avez peut-être quelqu'un du département qui pourra en parler, un conseiller départemental, mais une étude qui a été faite par le département qui dit qu'un quart des habitants en Isère utilisent leur vélo au moins une fois par semaine. Et si on peut croire que ce sont les Grenoblois qui font monter cette moyenne, on a tort parce que ce chiffre est identique sur le grand pays qui va de Voiron jusqu'à Vienne. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne développe pas le vélo sur notre territoire. Alors, bien sûr, les enjeux, je pense que vous les avez tous en tête. Il y a un enjeu écologique évident qu'on pourra détailler, mais qui nous permettrait quand même de réduire un peu notre impact carbone sur cette planète. Il y a aussi un intérêt coût. On peut toujours faire des économies de carburant quand on prend son vélo. Moi, en l'occurrence, je prends beaucoup ma trottinette à Paris, donc je suis assez contente de faire ce genre d'économie. Et puis, bien sûr, je ne sais pas si c'est évident pour tout le monde, mais on a aussi un enjeu de santé parce que c'est toujours une activité régulière qui permet de se garder en bonne forme, même quand on prend un vélo électrique. Alors, bien sûr, il ne suffit pas d'être convaincu pour passer au tout vélo. Il faut aussi, je pense, avoir en tête les contraintes du vélo. C'est savoir faire du vélo en sécurité. Donc, sécurité, c'est apprendre à faire du vélo. C'est utiliser des routes qui soient sécurisées. C'est garer son vélo à un endroit où on n'a pas peur de se le faire voler. Et puis, c'est aussi l'entretenir. Et ça, c'est aussi des choses qui ne sont pas acquises à tout le monde de savoir faire le mécano sur son vélo. Alors, pour répondre à cet enjeu et pour surmonter tous ces obstacles, le gouvernement avait, dès le début du quinquennat, mis en place un plan vélo. C'était en 2008. Ce plan vélo, c'était 50 millions d'euros par an pendant 7 ans, ce qui représente 350 millions d'euros. Il a été renforcé tout récemment avec probablement l'effet Covid. En tout cas, il a été renforcé à l'automne avec 50 millions supplémentaires pendant 4 ans. Moi, je pense que toutes ces aides-là sont quand même des aides pour surmonter les freins psychologiques qu'on peut avoir à développer le vélo. Et que ce soit de la Laponie à l'Afrique du Sud, partout sur la planète, quand on met plus de pistes cyclables, on a un effet mécanique, on a plus de vélos sur ces pistes cyclables. Voilà. Alors, sur ces premiers plans vélo, moi, ce que je peux regretter, c'est qu'effectivement, on n'ait pas encore pu avoir vraiment un développement sur le Nord-Isère. On n'a eu aucun projet sélectionné sur le Nord-Isère. Donc, j'espère qu'on va pouvoir avancer sur ce sujet ensemble. Il y a des incitations fiscales pour les entreprises. Il y a aussi un renforcement de la lutte pour lutter contre les vols de vélos, avec notamment dès le 1er janvier un numéro de sérigraphie qui sera gravé sur les vélos par les fabricants, un peu comme sur les voitures. Et puis, il y aura aussi, dès 2022, je crois, des modules de formation pour que nos jeunes enfants apprennent très tôt à faire du vélo. Donc, tout ceci est de nature à étendre l'usage du vélo. Donc, l'État finance, fait énormément de choses. Et maintenant, ce qu'il faut, et ce que j'espère qu'on va obtenir comme avancée, c'est que les collectivités territoriales se saisissent de toutes ces aides
et prennent la main, parce que c'est bien à elles, qui connaissent leur territoire, qui connaissent leurs habitants et leur bassin de vie, de piloter ce type de projet avec la créativité qui s'imposera, que ce soit entre communes, entre EPCI, d'intercommunalité, au niveau du département, je ne sais pas, mais voilà, on espère que ça va se poursuivre. Et puis, je pense qu'en connaissant bien aussi notre territoire, et je crois que ce soir, vous présentez une étude, le résultat d'une enquête, on aura certainement des éléments utiles pour nourrir notre réflexion sur ce sujet. Oui, je ne serai pas plus longue. Pardon, Madame Abadi, allez-y. Eh bien, je ne serai pas plus longue et je vous remercie. Je ne sais pas si j'ai respecté mon temps, mais je termine. Si, c'est parfait. Du coup, oui, il y aura une enquête qui sera développée après. Simplement, du coup, merci pour votre présentation. On va passer aux questions. Alors, on a des questions sur le chat? Pas particulièrement. Olivier, tu as coupé ton micro. Oui, donc je disais qu'il n'y avait pas de questions particulières là, sur le chat pour Madame Abadi, mais par contre, on en a quelques-unes. Est-ce qu'il y a des priorités dans le plan vélo pour des projets de vélo quotidien, d'accès aux gares, ou plutôt des itinéraires de loisirs et de vélo-tourisme? C'est à moi que s'adresse cette question. Je peux y répondre en tout cas. Allez-y. Sur le plan vélo, il y a différents dispositifs qui pouvaient être soit pour l'entretien et la réparation de vélos. Il y avait aussi des axes. Oui, pardon. Soit des axes de parking. Soit bien sûr des pistes cyclables. En fait, tout ce qui peut être propice à accélérer et accompagner l'usage du vélo sont tout à fait pertinents dans ce type de projet. Et c'est ce que j'indiquais, c'est vraiment aux collectivités territoriales et soutenues par les associations et les usagers de se dire, tiens, dans ce secteur-là, ce qui manque, c'est un parking, et dans celui-ci, c'est une piste cyclable. C'est à chacun de savoir ce dont il a besoin, mais il y a différents axes qui sont prévus par ce plan vélo. Merci beaucoup. Merci pour votre réponse. Et une dernière question. Enfin, après, il y a Frédéric Arbib qui dit qu'il n'y a aucun projet sur le Nord-Isère, donc égal aucune demande déposée ou autre projet retenu. Pas à ma connaissance. Oui, donc ça confirme bien ce qu'il dit. Nous, on avait une question qu'on avait préparée. Dans quel délai les projets locaux d'aménagement vélo doivent être présentés pour ne pas rater le coche des financements du plan vélo? Alors, en ce moment, et ça c'est vraiment dans le cadre de la relance économique suite à la crise, prioritairement, tout ce qui peut être lancé rapidement est bien souvent favorisé. Mais à ce stade, comme on a un plan vélo qui dure sur plusieurs années, s'il fallait une première année financer des études et une deuxième année financer de la réalisation, moi, ça ne me choquerait pas. Et je pense que de toute façon, on peut pousser dans ce sens-là. D'accord, merci pour votre réponse. Donc, en fait, si j'ai bien compris, plutôt une priorité pour les projets qui peuvent se faire relativement rapidement, quoi. C'est la philosophie du moment, parce que dans d'autres instances où on doit décider de subventions, c'est un critère déterminant dans l'instruction de savoir si on peut démarrer rapidement les travaux. Là, à ma connaissance, s'il y avait eu déjà, si des collectivités territoriales ont déjà des études faites et qu'il n'y a plus qu'à lancer une pelleteuse, ça serait certainement prioritaire. Mais si on doit passer par des études, il faut quand même rester sérieux dans notre approche. S'il y a besoin de faire des études, faisons des études. Je pense que c'est raisonnable de le faire dans ce sens-là. Ça n'empêchera pas d'être sélectionné. Je veux dire, tous les projets actuellement ne sont pas, à mon avis, clés en main, prêts à construire. Il y a Lionel Cachoulet, l'association Autour. Il y a une chose très simple à faire déjà pour favoriser le déplacement à vélo, c'est d'autoriser les vélos à passer au feu rouge avec les fameux petits panneaux triangulaires qui permettent de tourner à droite
il faudrait l'installer quasiment systématiquement sur les feux, de façon à ce que le vélo n'ait pas à s'arrêter. Ça économiserait beaucoup d'efforts aux cyclistes et c'est un investissement qui est minime. Voilà. Donc, s'il y avait ça partout dans le Nord-Isère, déjà, ça aiderait beaucoup les cyclistes. J'en prends bonne note parce que je n'avais pas ça en tête, mais c'est effectivement, c'est voir à la main de qui c'est, mais c'est intéressant comme réflexion. Je le prends en note, voir comment on peut avancer sur ce sujet-là. Vous connaissez le système ou je voulais des détails? Non, mais je crois que j'ai compris. Ouais. On peut tourner à droite quand on est en vélo parce qu'on n'a pas l'obligation de respecter le feu rouge. Et si j'ai bien compris. Et il s'agit donc juste de le mettre sur chaque panneau pour que les cyclistes soient un peu en sécurité, que le reste de la circulation sache que c'est aussi quelque chose d'autorisé. C'est ça. J'ai- Et parfois Merci. les stops aussi. Et des fois, les stops pourraient être aussi transformés en céder le passage, notamment quand derrière un stop, il y a une piste cyclable. Il arrive parfois qu'il y ait un stop avec une piste cyclable dans la foulée. Ça n'a pas de sens de mettre un stop si vous avez une piste cyclable pour un vélo, quoi. Bien sûr. C'est des aménagements, mais qui sont efficaces au quotidien, quoi. J'avais peut-être une dernière question qui est sur l'Isère. C'est vrai, non, l'Isère, c'est vrai qu'on a un territoire qui est compliqué avec plusieurs communautés de communes, le département qui s'enchevêtre. Est-ce que c'est plutôt des projets intercommunaux que vous cherchez ou est-ce que ça peut être des projets communaux? Et comment le plan vélo en fait peut aider à avancer avec la difficulté de faire travailler ou de faire avancer des projets entre les collectivités? Alors, si je ne dis pas de bêtises, le tout premier plan vélo de 2018 indiquait qu'il fallait que ce soit les EPCI, c'est-à-dire les intercommunalités, qui soient commanditaires de ce type enfin, qui soient maîtres d'ouvrage de ce type de projet. Désormais, on peut avoir des communes seules, des communes ensemble, des intercommunalités seules, des intercommunalités ensemble et des départements. J'ose espérer que s'il y avait le département du Rhône et de l'Isère qui avait un projet d'une section ici ou là pour accorder, je ne sais pas moi, mes yeux enfin bon, je ne vais peut-être pas faire des kilomètres non plus, j'allais aller jusqu'à Crémieux, mais bon, vous voyez, si on avait des endroits où on pouvait faire des jonctions entre l'Isère et le Rhône, moi, j'y vois pas d'inconvénient. Je pense que ça se défendrait. Mais je prendrais franchement le sujet autrement, si vous me permettez. Moi, je me poserais la question de quoi ont besoin les usagers, à quel endroit il serait judicieux de mettre des pistes cyclables ou de mettre un parking, etc. Et d'aller défendre ensuite le projet avec les intercommunalités ou les collectivités territoriales impliquées. Eh ben, c'est super. Je pense que c'est vraiment très bien parce que nous avons des élus locaux qui écoutent. J'ai vu passer dans la discussion quelqu'un de Saint-Chef qui disait qu'ils avaient des projets. Donc, je pense que vraiment, il y a des élus qui vous auront entendu. Et pour le côté usager, ben, on va y passer tout de suite. Et effectivement, l'API est en train de mettre en place. La FUB a mis en place parce que dans leur enquête, les gens indiquent les points noirs et l'API aussi est en train de travailler sur ce type d'outils pour que le public puisse pointer les lieux à intervenir. Donc, je passerai la parole tout de suite à Carole Carouane, administratrice de la Fédération des utilisateurs de bicyclettes qui est basée à Grenoble. Et encore une fois, Madame Abadi, merci beaucoup de nous avoir ouvert ce webinaire avec cette vision très positive nationale. Donc, Carole. Et je reste avec vous pour écouter vos échanges. Merci. Eh bien, super, très, très bien. Merci beaucoup. Carole, allez-y. Bonsoir, merci beaucoup de me recevoir ce soir. Je suis très enthousiaste parce que le discours de Madame Abadi est au-delà de tout ce que la FUB aurait pu espérer il y a maintenant 4 ans quand on a commencé un plaidoyer très actif pour justement
faire du vélo un sport plus qu'un transport. Donc merci beaucoup, Madame Abadi, pour tous ces encouragements et cet engagement à aller plus loin. Donc, je vais vous parler de la FUB. La FUB, on est la Fédération des usagers de la bicyclette. Donc, on est vieux de plus de 40 ans. Tu peux peut-être passer à la slide d'après. Voilà, super, comme ça, les personnes ont les chiffres en même temps s'ils veulent. Donc, 40 ans qu'on fait de la promotion du vélo. Et cependant, ça fait seulement 4 ans qu'on a un véritable essor avec nos dernières activités. On a maintenant plus de 400 associations de membres, environ 15 salariés qui travaillent toutes les semaines pour vous offrir plein de bonnes choses. Et 16 administrateurs, dont des suppléants. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a à peu près une trentaine de personnes qui gravitent autour du conseil d'administration et beaucoup de bénévoles qui viennent nous amener leur spécificité et leur savoir-faire et leur motivation, comme par exemple le site internet carto.parlonsvélo, où vous pouvez observer les tronçons et points noirs, où on va venir après, a été fait entièrement bénévolement. Et on remercie tous ces gens qui accompagnent la FUB. Donc, dans nos activités, on développe le savoir rouler à vélo, donc en ayant un réseau de vélo-écoles qui aujourd'hui œuvre activement, entre autres à travers le projet Alvéole, qui permet d'offrir de cofinancer du stationnement et d'offrir des heures de vélo-école. On a aussi du coup le coup de pouce vélo qui permet d'avoir des heures de vélo-école pour se remettre en selle. Et entre autres, le savoir rouler à vélo qui a commencé à être mis en place et dont l'objectif est que dans 2022, tous les collégiens qui rentrent en 6e peuvent se rendre au collège à vélo. Ce serait magnifique. On a la lutte contre le vol, donc avec à peu près 200 opérateurs bicicodes. Et bientôt, du coup, on a obtenu grâce à la LOM et au soutien de nombreux députés l'obligation du marquage des cycles en 2021. C'est une très grosse victoire. Et enfin, on a aussi les tests anti-vol, les tests lumière pour tout ce qui est sécurité à vélo. On a, alors pas de projet européen, mais des projets C2E. C'est des crédits d'économie d'énergie. J'ai mal vérifié la slide, excuse-moi, Christopher. Donc, on a beaucoup de projets crédits d'économie d'énergie avec différents partenaires, donc qui nous permettent, entre autres, le projet Alvéole, le coup de pouce vélo. J'espère que vous avez pu faire réparer votre vélo cet été grâce à ça. On a le projet de l'Académie des experts de métiers du cycle. Donc, en fait, c'est des experts en mobilité active, ANMA, qui va être lancé. Et enfin, on a aussi Vélogistique et Colis Active, qui est plus pour développer l'utilisation du vélo, que ce soit par la livraison ou pour les professionnels qui puissent acquérir des vélos cargo, par exemple. Et enfin, on a le plaidoyer, qui est du coup une des actions. On peut passer à la slide suivante. Vous connaissez, je pense tous, les campagnes Parlons vélo, dont fait partie le baromètre des villes cyclables. Donc, il y a 4 ans, on s'est dit, il nous faut un plan pour changer la vision du vélo. Et donc, on a lancé une première campagne en 2017. On a interpellé tous les candidats à la présidentielle et aux législatives. Nous avons donc eu beaucoup d'engagement. Ce qui a donné derrière, entre autres, le plan vélo de 2018. On a lancé le baromètre des villes cyclables, dont on va parler juste après. C'est inspiré du Fahrrad Climate Test de la DFC en Allemagne, et on a pu lancer ça grâce à un soutien de l'European Cycling Federation qui nous a un peu mis au goût du jour pour comment réaliser des campagnes gagnantes. Donc, le baromètre des villes cyclables, gros succès très inespéré en 2017, au moment des assises de la mobilité, et un extraordinaire succès cette année avec 185 000 réponses, ce qui est l'enquête la plus répondue au monde en termes de matière cyclable. Alors, qu'est-ce que le baromètre des villes cyclables? Donc, on veut mettre en lumière les freins à la pratique du vélo pour que justement derrière, on puisse s'en emparer et faire un plaidoyer local, c'est-à-dire donc, pour qu'une ville soit notée dans le baromètre des villes cyclables, il faut au moins 50 réponses. Alors, 50 réponses, ça peut paraître petit, mais c'est parfois très, très difficile à obtenir dans certains territoires, comme vous en avez pu en faire l'expérience en Nord-Isère. Néanmoins, ça commence à donner quelque chose d'assez représentatif. Donc, en 2017, sur cette base-là, on avait 300 villes qui étaient représentées.
Et en 2019, 750 villes. On a maintenant tous les territoires à peu près qui peuvent être représentés, mais globalement, ils veulent à peu près tous la même chose. Et ce qu'en 2017, ce qu'ils nous disaient, c'est qu'ils voulaient un réseau cyclable complet et sans coupure. Et ce qu'ils redoutent, c'est le vol de leur vélo. Donc, on revient très bien sur ce que disait Madame Abadi. C'est ce que veulent les Français, ce sera ça. Et si on agit là-dessus, ben dans ce cas, on peut améliorer la cyclabilité des villes. En 2019, on a donné un outil de cartographie qui permet maintenant aux associations d'avoir une assez bonne idée et d'ailleurs aussi aux collectivités d'identifier assez rapidement ce que veulent les usagers. Parce qu'effectivement, si on met des pistes cyclables qui ne sont pas connectées, qui ne sont pas sur des trajets qui sont utiles, nécessairement, il y aura moins de cyclistes, tout comme des autoroutes qui ne sont pas sur, entre deux villes intéressantes. Donc ici, tout ça, tout ce qu'on vous donne à travers le baromètre des villes cyclables, tous les résultats qui vont être exploités, vont permettre derrière d'inspirer à la fois les associations, mais aussi les élus, parce qu'ils ont, à travers toutes les questions, ils ont à peu près une idée de qu'est-ce que veulent les usagers. Et on peut leur fournir en même temps, donc vous avez cette slide avec un grand système vélo, idéalement pour que le vélo fonctionne à son plein potentiel, parce que c'est aujourd'hui effectivement la solution la plus économique pour autant réduire nos déplacements, mais se maintenir en santé, enfin Madame l'a très bien dit. C'est une solution qui est facile à mettre en place. Et donc, si on met tout ce qu'il y a sur cette slide en place, on peut avoir des territoires cyclables. Et ce n'est pas inaccessible pour les territoires peu denses, parce que le vélo est plébiscité, en particulier avec l'arrivée VAE, par tout le monde, par tous les Français. Donc, merci beaucoup à l'API de mener ce combat pour le vélo. Et je suis très contente d'être là. Merci Carole. Et puis on va avancer tout de suite sur les résultats de cette enquête sur notre territoire avec Clément. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, je vais vous présenter l'enquête du baromètre des villes cyclables, donc plus précisément sur le territoire du Nord-Isère. Donc, comme l'a dit Carole, cette enquête met en avant le ressenti des cyclistes sur le territoire. On a 3 villes qui ont dépassé les 50 réponses. Donc, c'était un critère nécessaire pour être intégré à ce référencement. Par contre, on a d'autres villes qui ont eu également des réponses. On a eu la Tour du Pin, on a eu la Verpillière. Et donc, à noter pour les utilisateurs qui sont là ce soir, vous pouvez vous emparer des résultats pour les interpréter et pourquoi pas les communiquer à vos élus. C'est en accès libre. Sur la dernière slide de ma présentation, vous aurez un lien. Donc, ce que ces résultats montrent, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut néanmoins, en comparant Bourgoin, l'île d'Abo et Villefontaine, remarquer la différence entre les villes et ça montre l'importance dans le ressenti des aménagements cyclables. Et comme vous le voyez, le ressenti est malheureusement plutôt défavorable. Donc on va passer à la slide suivante qui nous présente Bourgoin-Jallieu. Donc Bourgoin-Jallieu, si on commence par un point plutôt positif, les cyclistes ont souligné qu'ils n'avaient pas de soucis pour stationner leur vélo. En effet, il y a une assez bonne répartition des arceaux vélos sur la ville. Alors, ce stationnement a été financé il y a quelques années par la CAPI. Alors, pour ces équipements, à la base, puis à destination des communes volontaires. Donc, Bourgoin s'est emparé de ça par la suite, ce que n'ont pas fait d'autres communes et ce qui est pointé notamment à l'île d'Abo par les utilisateurs vélos. Après, sur les aspects plutôt défavorables et les points noirs, le ressenti général des cyclistes pose souci. L'info qui ressort de la part des cyclistes est qu'il y a des difficultés à circuler avec les enfants. Alors, on insiste sur ce point, cette information était importante car il s'agit d'un véritable marqueur de cyclabilité d'une ville. Donc, c'est-à-dire que pour mettre des personnes sur un vélo, il faut des aménagements cyclables. Donc, cela rentre en résonance notamment avec ce que Madame Abadi a parlé et ce que Carole nous a reprécisé, c'est-à-dire la mise en place de programmes nationaux comme le savoir rouler à vélo chez les enfants ou encore le système vélo. Les cyclistes ont besoin d'aménagements cyclables pour passer au vélo. On va passer ensuite à Villefontaine. Donc Villefontaine, comme l'île d'Abo,
Ce sont deux villes qui se caractérisent par un urbanisme qu'on appelle des villes nouvelles. Donc, on a des aménagements cyclables qui sont assez anciens. Et donc, à Villefontaine, voilà, en général, les cyclistes ont le sentiment des personnes qui se déplacent à vélo est assez favorable. Donc, il est néanmoins identifié des conflits sur les voies vertes, qui est un aménagement partagé entre les piétons et les vélos, ainsi que des défauts de conception. On remarque maintenant qu'il y a une véritable ingénierie sur les aménagements des pistes cyclables et que sur des aménagements anciens, on remarque des défauts comme des potelets qui empêchent de se déplacer à vélo avec une carriole pour tirer un enfant, par exemple. Alors ça, c'est des défauts qu'on peut vous faire remonter, notamment grâce à l'application Vigilo que Bertrand vous présentera par la suite. Enfin, et pour finir, à l'île d'Abo, le sentiment est, et même s'il est plutôt défavorable, on a le paradoxe que les cyclistes disent avoir une ville plutôt agréable pour se déplacer à vélo. Par contre, il y a un cruel manque de stationnement vélo. Donc là, la ville ne s'est pas emparée des arceaux mis à disposition par la CAPI, par exemple. Et ce qui est aussi indiqué, et ce qui fait écho à ce que Carole nous a dit, c'est le système vélo. Et on note des difficultés, par exemple, à réparer un vélo. Donc, pour conclure sur le Nord-Isère, et on a une carte des points noirs qui sont indiqués sur Bourgoin-Jallieu. Alors, le point noir, sûrement le plus symptomatique, c'est celui de la gare. Donc, c'est un carrefour où passent plus d'une centaine de cyclistes par jour pour aller à la gare. Et dans le sens gare-centre-ville, sur le carrefour, il manque par exemple un sas-vélo. Donc, un sas-vélo, c'est un aménagement plutôt simple à réaliser et qui donne une réelle visibilité au cycliste et lui assure une meilleure sécurité qu'actuellement. Donc ça, c'est quelque chose de concret qui est montré par cette étude et donc que tout citoyen et tout élu peut s'emparer pour analyser et pourquoi pas proposer des nouveaux aménagements sur le territoire. Merci. Merci Clément. On va passer à Laurent. Vous aurez un moment pour les questions après les présentations des différentes actions de l'API. On est en train de prendre un peu de retard, donc je vais te pousser à accélérer, Laurent. Alors très rapidement, je vais vous présenter donc les enjeux, les visions de l'API et les enjeux au niveau associatif, comment on considère le vélo. Alors, de manière assez simple, à l'API, on a une vision qui touche à l'humain, une vision humaine, c'est-à-dire que donc pour nous, le vélo, donc on va parler d'entraide, on va parler d'échange de savoir. Là, on pense à l'atelier vélo, par exemple, ou alors comment on fait pour se déplacer d'un endroit à l'autre, comment on reprend confiance en soi quand on va aller travailler sur son vélo. Au départ, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment y arriver, et là, on nous explique, puis on le fait soi-même, et là, on gagne en confiance. Donc, on change les gens, on les fait devenir quelqu'un. On n'est pas simplement, les gens ne sont pas que des assistés. Ils prennent confiance en eux et ils réalisent des choses. Le bien-être, on a parlé santé, ça revient effectivement. Le fait de travailler et de pédaler, on est plus proche du terrain. On a des relations sociales avec les gens, on n'est pas enfermé dans une voiture. Et puis effectivement, pour le futur, demain, situation économique, difficulté de mettre de l'essence dans la voiture, d'avoir une voiture, de payer l'assurance, par exemple, comment on circule. Donc, pour demain, c'est important aussi, c'est ce que je dirais la survie de l'humanité. Ça aide à structurer le territoire. La suivante. On a donc, le premier volet, c'est humain. Le deuxième volet, c'est toutes les questions qui sont liées à la physique. On est sur un territoire, donc on va se déplacer. Donc, Madame Adetavi parlait de territoire. Quelle échelle on se déplace? Il y aura une carte juste après où on en parlera un petit peu plus. Le climat, effectivement, on le subit, le climat.
quel temps il fait beau, il fait pas beau, on circule quand il pleut pas, quand il neige, et puis matériaux et énergie. Tout ça, c'est du matériel, c'est du physique. Déplacer une tonne de voiture, c'est pas les mêmes besoins que de déplacer un vélo qui fait 10 kilos. Donc voilà. Suivante. J'essaie d'avancer un petit peu vite. Hein, donc ça, c'est le territoire. Vous avez l'île Crémieux, là où vous voyez qui est coupée par la ligne verte. Ça, c'est une ligne qui existe. Vous avez en violet la Via Rona qui part, qui suit le Rhône, qui tourne autour de Crémieux et qui va sur Lyon. Et il y a un certain nombre de pistes. On a qui sont montrées et des pointillés. Donc, dans les idées de pointillés, dans les possibilités, donc on voit Crémieux. Oui, Crémieux en direction de Lyon, Mézieux. Oui, la ligne pointillée, elle a bien été prévue, elle a été conçue. Ça, ce sont des commentaires, par exemple, faits par l'API au niveau du schéma directeur vélo, donc en 2018. Donc, il y a de la réflexion sur le terrain. Un certain nombre de choses qui sont existantes. Il y a des projets qui sont prévus, qui sont en cours de réalisation, mais qui ne sont pas encore réalisés. Puis il y a des liens et des connexions à faire pour interconnecter tous ces territoires et pouvoir circuler. Alors là, typiquement, sur des distances un petit peu longues. Après, ça aide aussi à relier sur notre territoire qui est assez espacé, ça aide à relier aussi les communes les unes aux autres, l'intercommunalité. Même si on a déjà un certain nombre de voies qui se construisent sur la CAPI, il n'empêche quoi, il y a beaucoup de communes alentours qu'il faudrait pouvoir relier. Suivante. Les enjeux dans tout ça, en fait, j'aurais dû laisser parler, reprendre ce que disait Madame Abadi et ce qui a été dit jusqu'à maintenant, parce qu'on va retrouver tout ça. Et donc, entre le premier point et le dernier, donc premier, la sécurité, c'est effectivement, si on n'est pas sûr, si on risque de se faire accrocher sur une route trop étroite, s'il n'y a pas de visibilité, si on n'a pas les moyens de circuler en sécurité, ça ne fonctionne pas. Et il y a besoin d'achat, il y a besoin d'arceaux, il y a besoin de pouvoir ranger son vélo en habitat vertical, il y a plein de questions. C'est un extrait. En finale, il faut des financements. Et justement, les financements, on a une complexité administrative peut-être des fois, parce qu'on se retrouve effectivement des fois à l'interconnexion. Ça, je fais deux mots là-dessus. On va se retrouver à l'interconnexion entre les communautés de communes, les départements, et qui fait quoi, qui finance quoi, c'est compliqué. Et donc tout ça, donc l'API travaille à toutes ces échelles-là. Donc sur le terrain, connaissance du terrain, c'est l'atelier Oser le vélo, qui a été créé en 2014, et puis donc qui permet de rencontrer les gens, qui permet de réparer les vélos, qui permet d'être vraiment actif sur le terrain. Et puis on a aussi toute une série d'actions et d'influences. On est un acteur politique où on va pousser à la réalisation de schémas vélo, on fait des commentaires, on essaie de pousser pour le développement du vélo sur le territoire. Voilà un petit peu j'ai tenu les délais, Christopher. Merci beaucoup, Laurent. Laurent Schwartz, président de l'API, qui nous a donné un peu les grandes lignes des objectifs de l'API. On va passer à une nouvelle action que développe l'API. Donc, une application qui permet aux gens d'intervenir sur le terrain. Donc, je passe à Bertrand Ayer, membre du bureau. Tu peux partager ton écran, Bertrand? Oui, normalement, c'est lancé. Ça commence à arriver. Ça arrive en voix. C'est parfait. Vas-y. Voilà. Et donc, moi, après, je vais vous présenter un petit peu l'application Vigilo, qui est une action assez récente de l'API sur le territoire et qui vise précisément, comme ça a été évoqué, à pointer les points noirs et les freins à la cyclabilité du territoire, afin de finalement faire le trait d'union en fait entre les collectivités et les usagers.
que les collectivités n'ont pas une boule de cristal et ne peuvent pas forcément savoir où est-ce qu'il y a des soucis. Donc je vais commencer par vous présenter rapidement comment on utilise l'application, parce que ce sera plus parlant pour le discours qui suit. Donc l'application, il y a deux moyens d'y contribuer. C'est soit sur un navigateur web, soit sur une application smartphone. L'application web, voilà comment elle se présente, c'est sur app.vigilo.city. Quand on arrive dessus, il faut choisir la zone géographique qui nous intéresse, donc en l'occurrence Isère API. Et donc là, on va avoir le chargement de tous les signalements qui ont été faits depuis quelques mois qu'on l'a installé. On voit qu'il y a un certain nombre de catégories qui visent justement à classer un peu les différents signalements. Donc pour ajouter un signalement, on clique sur le plus en bas à droite, et donc là on a un certain nombre de champs à renseigner. Un champ qui est indispensable, c'est une photo, parce qu'elle permet de contextualiser et puis également de faciliter le travail de modération. Et donc si on sélectionne notre photo, si elle a les bonnes informations, typiquement en termes de géolocalisation ou de date et heure, c'est rempli automatiquement. Donc après, il est tout à fait possible de modifier la localisation si par malheur elle n'est pas bonne ou si elle est tout simplement absente. Là, on voit que c'est sur un point à proximité pour vous. Il faut bien penser à renseigner l'adresse et le nom de la rue et le nom de la commune. Et ensuite, on va chercher la catégorie dont il s'agit. Donc là, par exemple, ça peut être en l'occurrence une absence d'aménagement, puisque ce serait bienvenu de pouvoir relier la voie verte depuis la route. Donc, là, il s'agit de mettre une petite description pour décrire finalement le frein qu'on a identifié. Et on peut également mettre un commentaire. La description est nécessairement courte. Donc là, il y a également un deuxième champ de commentaires qui permet de décrire de façon plus extensive le signalement. Et donc une fois qu'on a fait ça, on clique soumettre et c'est fini. Ça arrive chez l'API qui s'occupe de modérer pour ensuite transmettre aux collectivités. Donc on voit que c'est assez rapide et c'est anonyme. On peut également montrer comment ça fonctionne sur le téléphone. Sur le téléphone, très concrètement, l'application reprend largement, d'un point de vue ergonomique, l'application web. C'est-à-dire que quand on la lance, on se retrouve avec les mêmes types d'interface, avec également la possibilité de sélectionner sa zone géographique. Et donc c'est pareil, on clique sur le plus. Donc choisis là, pour le coup, on peut mettre une résolution, comme ça, c'est pour les gens un petit peu plus avancés, on va dire. Donc ajouter une observation. On peut charger une photo ou en prendre une directement. Et donc, un des avantages de l'application, c'est qu'on peut modifier la photo directement sur l'application. Et ça, c'est intéressant parce qu'un des requis pour poster une photo, c'est notamment de s'occuper de flouter tous les éléments relatifs à la vie privée, donc les plaques d'immatriculation, les visages, etc. Ça, c'est un travail qui est fait éventuellement par l'API derrière, mais si les contributeurs le font, c'est autant de travail en moins pour nous et on est plus efficace par la suite. Donc là, c'est pareil, quand on veut renseigner, là, si la géolocalisation est bonne, il suffit de la confirmer. On valide. C'est pareil, on choisit le signalement. Là, en l'occurrence, c'était l'absence d'arceau vélo pour se stationner correctement. Arceau installé. Hop. Et c'est pareil, on envoie, c'est parti. Et donc, ceci, c'était pour faire la démonstration. Pour que ça vous parle un peu plus, parce que concrètement, cette application, d'où elle vient, c'est une application qui a été développée par l'association vélo de Montpellier, qui s'appelle Vélocité, et qui met le code source à disposition pour que chaque association vélo puisse s'en emparer et le déployer sur son territoire. Donc c'est ce qu'a fait l'API, et ce pour plusieurs raisons. Donc comme je disais, c'était permettre la collecte des remarques et des besoins des cyclistes, parce qu'on a beau faire du vélo à l'API, on n'est pas omniscient. Et ça répond aussi aux questions que se posaient tout à l'heure certaines personnes, à savoir comment agir. Et déjà, faire des signalements pour indiquer ce qui ne va pas, ça fait une première base de dialogue. Donc ça, c'est aussi un autre objectif, c'est de donner à voir les difficultés rencontrées par tout un chacun à vélo sur le territoire. Et enfin, ça permet de travailler ensuite avec la collectivité pour justement lever ces problématiques. Bon, là, c'est quelques rappels que j'ai déjà dit, à savoir que la photo est très importante. Et comme je l'ai dit, c'est modéré par l'API pour éviter de se retrouver avec, par exemple, des problèmes de voisinage sur l'application.
voilà pour une présentation brève, j'ai mis quelques liens pour mémoire. Merci beaucoup, Maintenant, on passe aux Bertrand. questions. Merci Bertrand, c'est vraiment une très bonne présentation d'un outil qui est opérationnel et qui, je pense, va nous aider à l'API pour identifier les endroits où il faut intervenir. Pierre-Olivier, est-ce qu'il y a des questions à reprendre Oui, dans le chat? il y a des questions évidemment techniques sur la disponibilité de l'appli sur les portables, sur les versions Apple ou Android, Windows. Voilà, ce genre de questions. Est-ce qu'on peut signaler Alors, je vais faire un ensemble de questions. Est-ce qu'on peut signaler aussi autre part que lorsqu'on n'est pas en vélo, évidemment, et puis évidemment des questions, comment on peut vérifier qu'il y a de l'amélioration ou une évolution par rapport aux constats qui ont été faits? alors, je vais prendre les questions une par une. La Première sur la disponibilité de l'application. Il y a une application dédiée sur Android. Sur iOS, il faut utiliser la version web, mais qui est adaptée aux écrans de téléphone portable, donc c'est pas tellement un souci. Et sur un ordinateur, vous l'avez vu, c'est un site web comme un autre, entre guillemets, donc n'importe quel navigateur peut y accéder. L'autre question, c'était comment on peut voir les signalements. Donc il y a une carte dans l'application que j'ai pas montrée et également sur le site web qui permet de voir tous les signalements qui ont été faits. Et il y a également sur la page de l'API dédiée une carte qui permet de voir tous les signalements, y compris ceux qui ont été résolus. Donc ça permet de faire le filtre entre ceux qui ont été levés et les autres. Là, je vais le remettre dans le chat, le lien vers cette carte qui est intéressante. Je vois qu'il y a une question sur le territoire. Alors, c'est le Nord-Isère au sens large. On voit sur la carte que j'ai partagée qu'il y a un signalement qui est tout au nord-ouest, au niveau de Saint-Quentin-Falavier. Donc ça, c'est vraiment le point le plus à l'ouest. Et au niveau est, de mémoire, je dirais que ça va jusqu'à à peu près jusqu'à Cessieux, à peu de choses près de mémoire. Donc on a cherché à couvrir quand même un territoire assez large sur Nord-Isère, puisqu'a priori, il n'y a qu'une association vélo qui peut déployer sur un territoire donné. Qui exploite concrètement les signalements ou qui devrait le faire. Le but du jeu, c'est que on récolte les signalements pour travailler ensuite avec les collectivités. Donc, comme je disais, l'idée, c'est de faire le trait d'union, de permettre à chacun d'exprimer les problèmes qu'il rencontre et nous de s'en faire le relais et l'écho auprès des collectivités pour lever les problèmes. Très Combien bien. de temps par mois? Oui, je sais pas. Enfin, tu m'arrêtes quand oui, non, mais je pense qu'on va essayer d'avancer. Tu as parlé d'un trait d'union avec les collectivités, c'est ce que j'aimerais faire. Je pense qu'on aura du temps pour des questions à la fin, mais ça permettrait d'avoir des questions à tout le monde. Donc, je voudrais avancer effectivement aux interventions de nos élus locaux qui nous ont fait l'honneur de participer avec Madame la députée à ce webinaire. Et commencer par Gilles Bourdier, qui est vice-président de la communauté de communes des Valses du Dauphiné. Et ce qu'on a demandé aux différentes communautés de communes et au conseil départemental, c'est de nous présenter très rapidement un peu leur vision de comment ils espèrent développer le vélo dans les années à venir. Donc, vous avez 2 minutes chacun, en théorie, et après, ça laissera du temps pour le dialogue et les questions. Donc, Monsieur Bourdier. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous pour cette invitation. Moi, je suis très heureux d'être présent. J'ai écouté très attentivement tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Les Vals du Dauphiné sont une structure, une communauté de communes qui est jeune, hein, qui a 2 ans et demi d'existence seulement. C'est une collectivité qui, jusqu'à ce jour, n'a pas la compétence mobilité. Qui envisage très sérieusement de la prendre en application de la loi LOM, hein, qui va nous offrir cette opportunité de saisine de ces sujets mobilité. Pour autant, les sujets de déplacement et de déplacement doux sont un des points forts du plan climat, air, environnement territorial qui a été mis en place en 2019 au sein des Vals du Dauphiné.
Donc, on a plusieurs axes dans ce PCAET, dont les déplacements, et dans les déplacements doux. Les déplacements doux, c'est effectivement le vélo qui nous réunit ce soir, mais également la marche et l'ensemble des mobilités actives de manière générale. Que vous dire d'autre qu'une des priorités sur cet axe-là des mobilités, parce que la mobilité regroupe aussi les sujets de déplacement solidaire pour que tout un chacun puisse se déplacer ou trouver une solution de déplacement, parfois pour aller de manière un peu lointaine, chercher un emploi, suivre un stage, avoir un rendez-vous dans une administration ou chez un médecin. En tout cas, le volet développement mobilité douce et mobilité active passe, de mon point de vue, par plusieurs sujets. Le premier, et ça fait écho avec ce que vous avez présenté tout à l'heure, c'est de se doter au niveau de notre territoire d'un schéma directeur sur les modes d'eau. Donc aujourd'hui, ça fait partie des premières actions que j'ai identifiées et que je vais m'attacher à mener assez rapidement. Voilà. Donc j'ai bien noté votre proposition et vos expertises à l'API sur ces sujets-là. J'ai vu que vous aviez élaboré ou ébauché un premier schéma directeur. J'ai cru comprendre qu'il n'allait pas tout à fait jusqu'au territoire des VDD. Vous me corrigez si j'ai mal interprété évidemment ce qui a été présenté. En tout cas, moi, je serais intéressé qu'on puisse se rencontrer pour, si vous le souhaitez, avancer sur ce sujet. Merci beaucoup, merci pour cette invitation. Et effectivement, l'idée de schéma est quelque chose d'important sur lequel on a travaillé et sur lequel j'ai vu aussi passer des choses dans le chat. Il y avait une agence de mobilité sur une partie du territoire du Nord-Isère qui n'existe plus et c'est l'agence de mobilité qui avait lancé ce projet sur lequel nous on avait apporté, je dirais pas tellement notre expertise, mais l'avis des bénévoles et notre réseau de contacts et de cyclistes sur le terrain. Donc, je voudrais passer la parole à Monsieur Aurélien Le Prêtre, donc vice-président à la CAPI, la communauté d'agglomération Porte de l'Isère. Je pense que vous êtes là. Oui, je vous vois, mais on ne vous entend pas. Voilà. Hop, je suis là. On vous entend. Je vous remercie pour l'invitation et j'excuse Jean Papadopoulou, le président de la CAPI, et je le remplace. Au sein de la CAPI, le développement des pistes cyclables et des déplacements est quelque chose de très important. Et on peut le voir aujourd'hui en 2020, on recense sur CAPI plus de 70 km d'aménagement de pistes cyclables. L'aménagement emblématique qui aujourd'hui relie Bourgoin-Jallieu et l'île d'Abo, la voie verte, et qui demain reliera tout le territoire de la CAPI. Un jalonnement aussi des aménagements cyclables en cours de déploiement depuis 2019. On parlait tout à l'heure sur les gares des arceaux vélos et des box. Aujourd'hui, c'est 400 arceaux qui ont été déployés. On a pas mal de box qui se déploient aussi sur les gares et très récemment sur le parking de covoiturage. Et puis, aujourd'hui, le schéma directeur vélo de la CAPI, c'est vraiment le déploiement des services favorisant l'usage du vélo. Donc, on a accompagné financièrement l'API depuis 2014 sur le fonctionnement de l'atelier Oser le vélo. On a déployé aussi le service location longue durée des vélos assistance électrique, quelque chose qui a très bien marché, et avec une flotte de 100 vélos qui sont disponibles. Et puis, on a aussi des actions de communication qui sont importantes pour promouvoir le vélo usage, avec l'organisation d'une fête du vélo depuis 2018. On a la réalisation d'une cartographie des linéaires cyclables, des dispositifs d'aide à l'achat de vélos assistance électrique. Il y a tout un tas de choses qui sont en place, des relations importantes avec les associations du territoire. Et puis, il y a des projets en cours. On répondra à vos questions aussi avec Gaël Le Guébello, qui est conseiller CAPI et qui est en charge au sein de la ville de Bourgoin-Jallieu des mobilités. En 2020, la CAPI, on continue forcément d'être ambitieux. On a conscience un petit peu des enjeux là autour. Et donc, c'est déjà un budget qui va passer de 500 000 à 600 000 euros
Bon, c'est en attente de validation au prochain conseil communautaire, mais c'est quelque chose qui devrait se passer. Une étude portant sur les aménagements cyclables temporaires aussi qui a été réalisée au printemps et à la sortie du premier confinement en associant différentes communes, dont Bourgoin-Jallieu et le département. Alors cette étude, aujourd'hui, on n'a pas encore pu déboucher sur la création de nouveaux aménagements, mais ça a permis de mettre en évidence tout un tas de choses et surtout qu'il était techniquement possible de prévoir des aménagements cyclables sur nos voiries. Des travaux pour prolonger la voie verte pour un montant de 230 000 € qui verra le jour au premier trimestre 2021. Une étude qui vient de démarrer aussi pour l'aménagement du carrefour de la rue de la Libération à Bourgoin-Jallieu avec la création d'une passerelle de franchissement de la Bourg pour faciliter les liaisons vers l'Est. Enfin, vous voyez tout un tas de projets, de politiques qui aujourd'hui se mettent en place autour du vélo. Donc, on a ces actions à court et moyen terme et puis on a des actions aussi à plus long terme avec la réalisation du bilan du PDU. On va lancer aussi une démarche plan de mobilité simplifié qui sera l'occasion pour nous de redéfinir, de réaffirmer nos ambitions en matière de politique cyclable. Et c'est un travail qui sera mené forcément en concertation avec les communes, les différentes associations, dont l'API bien sûr, et plus globalement avec tous les acteurs de la mobilité qui interviennent sur le territoire. Voilà ce qu'il en est aujourd'hui pour les interventions de la CAPI autour des mobilités du vélo. Merci. Encore une vision très positive d'une communauté de communes sur notre territoire. Nous sommes très heureux de le voir. Donc, je vais passer ensuite à Madame Evelyne Michaud, donc conseillère du département de l'Isère sur le canton de Bourgoin-Jallieu. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis tout d'abord heureuse de participer aujourd'hui à cette visio et qui a pour objectif principal, bien sûr, ce développement sur le Nord-Isère, un développement plus important de l'utilisation du vélo. Et aussi, surtout, féliciter l'API ainsi que FUB et puis sans oublier les autres associations qui tournent autour de l'API pour toutes les actions qui mènent sur notre territoire. Alors, le département, sachez que cette action du département vis-à-vis de la politique vélo est une de ses priorités. Notre président Jean-Pierre Barbier, que je représente ce soir, souhaite renforcer son action en faveur de la pratique cyclable afin de répondre à cette pratique surtout utilitaire, professionnelle, et également renforcer tout ce qui va concerner la pratique pour des raisons touristiques ou sportives. Aussi, il est nécessaire pour le département de reformuler une stratégie opérationnelle et plus globale en faveur des pistes bien sûr cyclables, des cycles sur les voiries départementales quand cela est possible. Et le vice-président en charge des routes départementales, Bernard Perrazio, prend à bras le corps aussi ce principe de ces aménagements sur les départementales, puisque l'objectif c'est en place, c'est de se dire que pour les nouveaux travaux qui concernent ces voiries départementales, cet objectif, il est simple et net, c'est que tous ces travaux ne peuvent pas se faire s'il n'y a pas derrière ces aménagements qui doivent être intégrés, ces aménagements de mode actif. Donc, l'ambition du département, c'est d'offrir, bien sûr, à tous les Isérois la possibilité de se déplacer à vélo au quotidien. Notre démarche s'inscrit en cohérence avec la stratégie air-climat-énergie qui a été adoptée par notre Assemblée départementale en novembre 2018. Le développement de l'usage du vélo, comme je le disais tout à l'heure, pour tous les usages qui peuvent en être, est l'objectif de donner l'alternative à l'utilisation individuelle de la voiture.
Les orientations proposées sont également en totale adéquation avec la loi d'orientation des mobilités, bien sûr, qui a été adoptée en novembre 2019. Alors, quelles sont les initiatives, on va dire, et la stratégie départementale visant à développer la pratique du vélo? Ces initiatives, cette stratégie, elle est surtout tournée autour de 6 axes. Bien sûr, principalement autour des infrastructures départementales qui sont sous maîtrise d'ouvrage. Vous en connaissez quand même certaines qui sont quand même assez conséquentes. On en a parlé tout à l'heure, ça a été évoqué. On a la Via Rona sur le Nord-Isère qui est en cours d'exécution et aussi en 2021. On a la voie 63 qui est sur un plan national, mais surtout qui est une variante de la Via Rona. Pour ces réalisations, le département axe aussi surtout à travailler aussi sur la suppression des points durs qui sont sur le territoire, mais en lien principalement avec les EPCI et les communes, bien sûr. Ce travail avec les collectivités, Aurélien Leprêtre l'a bien dit tout à l'heure, lui, au niveau du vice-président la CAPI, on travaille le département vraiment en soutien technique et financier sur les projets comme à la CAPI dans son plan climat-énergie pour tout ce qui concerne ces modes doux et modes actifs. C'est important. Sur la sécurisation de nos RD 522, Aurélien l'a bien dit, il y a comme d'autres participants, il y a le vélo, mais il y a aussi tout ce qui concerne le pédestre. Un exemple sur le territoire Nord-Isère, à la CAPI, c'est à Saint-Savin. Il y a eu l'aménagement de la RD 522 au niveau de travaux nouveaux sur le rond-point. Donc, le département a réalisé un passage souterrain sous cette départementale 522 à hauteur du hameau de la Gare pour permettre aux vélos, aux piétons, la continuité du chemin en toute sécurisation pour rejoindre Bourgoin à ce niveau-là. Donc, vous voyez, ces travaux, comme je le disais tout à l'heure, il est important d'intégrer dans des travaux tout ce qui va permettre, quand cela est possible, ces pistes cyclables et cette sécurisation au niveau des départementales. Et je vais vous couper. Oui, je vous en prie. Parce qu'on va plus avoir assez de temps. Il y a tellement à dire au niveau du département, tellement d'actions. Voilà, mais sachez que nous sommes le vice-président et moi-même, en tant que conseillère départementale, à disposition, surtout le vice-président, pour vous parler et si vous avez des questions et des interrogations ou des idées à soumettre. Super, je vous remercie. Je pense qu'on va avoir des questions effectivement tout à l'heure. On a dernièrement donc la communauté de communes des Balcons du Dauphiné, donc avec 2 vice-présidents, je crois, présents, mais vous avez que enterré 2 minutes à vous deux. Donc Frédéric Géhin et Alexandre Bollot. Donc allez-y. Donc je commence, on va essayer de respecter le timing. Donc, je suis Frédéric Géhin, je suis premier vice-président en charge de la transition écologique au Balcon du Dauphiné. Simplement pour dire, avant de laisser la parole à Alexandre, que nous, notre plan climat, il est en cours d'élaboration ou de finalisation. L'objectif, c'est de le terminer à l'été 2021. Bien entendu, la thématique du vélo et des mobilités actives fera certainement... il y aura des fiches actions dans ce domaine-là. Ce qui est important, c'est bien voir le vélo comme déplacement du quotidien et pas que déplacement loisir, et avec un écosystème qui favorise la pratique du vélo, c'est-à-dire les infrastructures, on en a parlé, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de remarques dans les commentaires sur les infrastructures, mais à mon avis, ça doit être également complété par les équipements vélo dans les communes, que ce soit des arceaux, mais aussi des box sécurisés vélo, soit des services de location de longue durée vélo, comme l'a fait la CAPI, soit de l'aide à l'achat du vélo électrique
pour la population. Et également, comme l'a dit Madame la députée en exergue, des actions en faveur de la pratique du vélo, y compris chez les plus jeunes et y compris chez les, j'allais dire, dans les quartiers plus populaires. Mais je complète le propos, je laisse Alexandre compléter le propos pour les balcons du Dauphiné. Je te remercie. Donc, bonsoir à tous. Je vais d'abord commencer en expliquant que les balcons du Dauphiné ne sont pas autorités organisatrices des mobilités. Et là-dessus, c'est quand même un message important pour vous tous. Alors, vous attendez beaucoup des élus et vous avez raison. Et puis, moi, j'attends aussi de vous, et notamment sur des territoires comme le nôtre. C'est la même chose sur les Vals du Dauphiné. Dans le cadre de la prise de compétences qui peut intervenir à partir de mars, que l'ensemble des élus qui interviennent dans les conseils communautaires soient aussi sensibilisés. Nous allons faire notre part de travail pour prendre cette compétence. Comme je l'expliquerai très rapidement, c'est vrai qu'il y a un vrai enjeu, mais cette prise de compétence, c'est aussi ce qui va dessiner les actions qui vont être menées pendant 6 ans. Je crois que je ne l'ai pas fait, mais je voulais excuser Jean-Yves Brégnier qui tenait à être présent ce soir, mais il est malheureusement retenu, donc voilà, je voulais en parler. Alors, et cette prise de compétence, et on ne l'a pas encore, mais pour autant, les balcons du Dauphiné n'ont pas gardé les deux pieds sur le même cale-pied. Comme cela a été dit, il y a des investissements énormes qui ont été réalisés par cette communauté de communes, que ce soit les 60 km de Via Arona sur notre territoire, ce qui est le territoire le plus traversé par la Via Arona. Donc, je parle des 3-4 dernières années, donc c'est assez récent. Il y a un tronçon sur la partie ouest qui va aboutir au 1er juillet cette année, et 20 km de voies vertes qui ont effectivement été aussi mis en œuvre assez rapidement. Nous, aujourd'hui, on a une urbanisation qui est assez large, donc l'enjeu, il est évidemment très fortement touristique. On le voit déjà, le nombre de touristes qui pratiquent nos routes, nos chemins, et puis les gens du territoire qui viennent vers chez nous, c'est quand même très important. Donc, on travaille fortement à la mise en tourisme de la voie Genève-Lyon, où on porte le projet avec l'ensemble des intercommunalités. Ce qui est important, ça a été évoqué très rapidement, donc il y a un groupe de travail qui a été lancé avec nos amis de la CAPI, un comité politique, un comité technique, pour travailler à la liaison de ces deux territoires, donc entre les balcons du Dauphiné et entre la CAPI, avec deux logiques qui sont pour moi cumulatives. Il y a d'abord une logique touristique, où effectivement il y a des voies qui peuvent être créées plutôt, on va dire, sur des espaces intéressants pour le tourisme, et puis quand même une réflexion sur des trajets pendulaires, et je pense notamment à la commune de Saint-Savin et la commune de Saint-Chef, qui peuvent effectivement, où il y a des gens qui sont en proximité de Bourgoin et de la ville nouvelle, et qui peuvent accéder avec les nouveaux moyens de transport, en tout cas le développement du vélo, à ces villes. Donc ça, c'est tout ce qui a été fait, tout ce qui va se lancer maintenant. Et puis moi je pense, et vraiment je réinsiste là-dessus, et je finirai par ça, c'est que pour des territoires comme les nôtres, la prise de compétences, elle permettra vraiment de définir les besoins. Ça a été dit, sur les balcons du Dauphiné, on n'a pas les mêmes besoins qu'à Bourgoin-Jallieu ou qu'à l'île d'Abo. Donc, en lien avec le territoire et mettre en place des projets qui sont adaptés. J'ai vu les remarques de M. Gautrenaud qui a beaucoup œuvré à l'époque sur l'agence de mobilité. Bien évidemment, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, de travail qui ont été réalisés. Et si la compétence est prise, c'est ce que je souhaite fortement, tout ce travail sera repris et permettra d'aboutir à ce que nos territoires soient encore plus cyclables qu'avant. Donc voilà, rapidement, j'ai mis plus de 2 minutes, mais voilà, ça me semblait important de le préciser. C'était très bien, c'était très concis et encore une fois, une vision et une volonté très positive de la part des collectivités locales. J'ai vu beaucoup de questions passer dans le chat sur l'axe entre Saint-Savin, Saint-Chef et Bourgoin. Véronique Boileau de Radio Couleur, je crois que vous avez une question là-dessus. Est-ce que vous voulez intervenir? On ne t'entend pas, Véronique. Oui, moi j'avais des questions parce qu'on parle beaucoup effectivement de tous les territoires. Là, on parle de la communauté de communes des Val-Dauphinois, des Val-Dauphinais, de la CAPI. Mais des fois, j'ai l'impression qu'il manque, alors peut-être que je ne suis pas suffisamment informée, je trouve qu'il manque un peu de cohérence dans les territoires, justement, pour rejoindre une commune d'une autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, pour les habitants de Bourgoin-Jallieu, ils peuvent aller jusqu'au rond-point de Saint-Savin, avec une piste cyclable. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une piste cyclable, mais après, quid? Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils font? Ils partent dans la nature. Moi, j'ai essayé personnellement de faire Bourgoin-Jallieu
Et la commune que j'habite à Salagnon en vélo, j'ai cru que j'allais mourir, donc j'ai renoncé. Donc, je reprends ma voiture et je me retrouve effectivement avec tous les gens embouteillés sur cette portion de route. Alors après, effectivement, on peut prendre des chemins parallèles, mais quand on va au travail, ça devient un petit peu vite compliqué de prendre des chemins parallèles. Donc, ma question, effectivement, c'était, est-ce qu'il y a vraiment une cohérence de territoire entre les différentes communautés de communes et puis après, même des communes, pour qu'on arrive effectivement à pouvoir circuler en vélo sur tout le territoire sans se poser la question, est-ce que je descends à pied, est-ce que je m'arrête, comment je peux continuer d'avancer. Alors, je sais que c'est le travail que mène effectivement l'API, puis la FUB, mais je pense aussi qu'il faut qu'il y ait vraiment une vraie concertation entre tous les élus pour qu'on arrive à circuler. C'est vrai que cette question, cet axe, elle concerne directement les Balkans du Dauphiné, la CAPI et bien sûr le département, parce que c'est une route départementale. Est-ce qu'il y en a dans les élus qui voudraient répondre un peu? Moi, je peux répondre, puisqu'on a fait une réunion ce vendredi, vendredi dernier, avec donc Vincent Chriki, qui est mon homologue qui s'occupe des mobilités à la CAPI. Et donc, c'est ce que je disais à l'instant, c'est qu'il y a un travail qui a été lancé avec la CAPI, les Balkans du Dauphiné, avec la mise en place d'un comité politique et d'un comité technique. Il y a les agents qui sont en train de référencer les différentes options, les différents parcours qui sont envisageables. Il y a deux choses. Donc, il y a un aspect plus touristique qui sont basés sur les marais, et puis avec les travaux de voirie engagés par le département, la requalification de la 522 qui permettra de Bourgoin accéder de manière plus sécurisée à Saint-Savin et depuis Flauzaille jusqu'à Saint-Chef, notamment sur la zone du Rondeau. Donc tout ce travail est engagé, il est mené, j'espère qu'il aboutira, on va dire, rapidement, ou en tout cas à l'échelle de ce mandat. Ça serait une très bonne nouvelle, effectivement, qu'on puisse arriver et que effectivement, je pense que vous l'avez soulevé le problème, cette départementale devrait effectivement être reclassée et qu'on travaille autrement sur cette départementale qui est aussi dangereuse pour les piétons, parce que ceux qui veulent circuler aussi à pied, c'est un petit peu compliqué. Croyez en la motivation tant de la CAPI que des balcons pour faire aboutir ce projet. Et il y avait autour de la table des gens très motivés, donc voilà, je suis assez positif. C'est une bonne nouvelle. Je vais dire un mot au niveau du département sur cette RD 522. Je pense que ce qui attend un peu aussi un peu la réponse à Madame Beaulieu, et je le conçois tout à fait, puisque j'ai été aussi maire de Saint-Savin. C'est vrai qu'il y a ce projet de l'aménagement de la déviation de la RD 522 qui est en cours avec la Chambre d'agriculture, parce que vous savez que c'est une zone très agricole, ce qui est autour de Saint-Savin, dans les marais, très riche au niveau agriculture. Mais donc, cette déviation, toute la partie administrative, enquête en 2021, avec un projet de démarrage des travaux 2022, démarrage, et ce qui va permettre aussi sur la requalification de cette, lorsqu'il y aura la déviation de cette RD 522 par rapport à Saint-Savin et Flauzaille, de pouvoir aménager par la suite, et c'était le vœu de la commune, et c'est avec le nouveau maire Fabien Durand, de pouvoir, et le département, de pouvoir réaménager cette ancienne, lorsqu'il y aura l'extension, la déviation de Flauzaille, réaménager l'ancienne départementale pour pouvoir permettre de faire des pistes cyclables. Mais c'est un projet qui peut se faire que lorsqu'il y aura l'aboutissement de la déviation de Flauzaille. Voilà. D'accord, je trouve ça très positif qu'on a des élus des communautés de communes et du département qui s'engagent que bon, ça ne serait pas fait évidemment demain, et on sait tous qu'il faut bien étudier, aménager, que ça prend un peu de temps. On est tous impatients, ceux qui font du vélo déjà, pour que ça s'améliore, mais là je sens vraiment un mouvement pour améliorer les choses. Je voulais donner la parole à Maria de Vélo Villefontaine qui voulait intervenir, un autre de nos panélistes. Oui, bonsoir à tout le monde. Je rejoins évidemment tout ce qui a été dit et je trouve que c'est très positif de voir autant de monde qui s'intéresse au vélo. Je rejoins ce que vient de dire Véronique Boulieu sur la question vraiment de la cohérence et des trous dans les pistes cyclables et dans les voies cyclables. Parce que voilà, nous sur Vélo Villefontaine, on se pose les questions sur le vélo au quotidien.
Et le vélo au quotidien, c'est du vélo la nuit, c'est du vélo sous la pluie, c'est du vélo… Enfin, c'est pas la même chose que le vélo loisir et je pense que c'était bien que ce soit redit. Voilà, il y a un vrai danger et j'ai vu passer pas mal de choses dans le chat par rapport à ce danger. Et oui, c'est sûr. Moi, j'ai fait l'île d'Abo, Villefontaine ce soir à 18h30. J'étais pas hyper en sécurité. Et je pense que ça, on le partage tous. Donc, si on veut que ce soit un vrai mode de transport quotidien, c'est une chose qui est importante. Parce que je pense que, enfin voilà, c'est super tout ce que porte l'API, tout ça, où nous, on va se reconnaître de ce côté-là. Mais je pense que du point de vue des élus, je sais pas à quel moment vous utilisez le vélo au quotidien aussi pour, enfin voilà, je me dis que peut-être on pourrait partager des moments en vélo pour mieux se comprendre et pour justement travailler en cohérence. Du coup, j'avais deux autres questions par rapport à cette cohérence. J'ai l'impression que tout se surempile un petit peu entre, et Véronique Boulieu l'a un peu dit, hein, les différents élus des différents échelons entre la commune, les communautés d'agglomération, les différentes communautés d'agglomération, le département, etc. Et à un moment donné, on a un peu l'impression qu'on a effectivement de très belles choses. Il y a de superbes pistes cyclables. Mais par contre, ces pistes cyclables, il n'y a pas la jonction, ça a déjà été dit les unes entre les autres. Et je trouve que ça se retrouve dans notre surempilement de comment on travaille, enfin comment vous arrivez à travailler ensemble en fait, parce que ce que vous dites, c'est juste super, c'est chouette, il y a plein d'enthousiasme pour le vélo, mais comment est-ce que vous arrivez finalement concrètement à travailler ensemble pour que les pistes cyclables soient reliées entre elles et puis pour qu'on puisse aussi les relier aux centres commerciaux, parce qu'on va faire nos courses en vélo, pour qu'on puisse aussi les relier en train pour mettre nos vélos dans les trains, qu'on puisse les relier aussi aux arrêts de bus pour pouvoir mettre nos vélos dans les bus. Et voilà, et concrètement, comment vous tous, vous y prenez pour travailler ensemble. Voilà. Il y a parmi… Allez-y. Si je peux répondre, donc Frédéric Géin. Donc, d'une part, je voudrais vous rassurer, je pratique le vélo également au quotidien, ne serait-ce que pour me rendre de mon domicile à la mairie ou sur des trajets plus longs. Donc, voilà, je connais aussi la problématique et pas seulement derrière un bureau. Voilà. En fait, il y a plusieurs réponses à votre question. L'articulation entre commune et intercommunalité, Alexandre Boulou l'a dit, il y a la réflexion sur les compétences mobilité. À terme, il n'y aura plus que 2 opérateurs en matière de mobilité, ça sera soit la région, soit les communautés de communes, soit les deux. Bon, voilà. Mais globalement, les communes, elles n'auront plus à intervenir directement en matière de mobilité, hormis peut-être sur le plan purement voirie, mais voilà. Par ailleurs, les liaisons des pistes cyclables, elles peuvent se faire au sein d'un territoire par un schéma mode doux. Il y a eu des exemples qui ont été donnés. Et puis, sur l'interterritoire, forcément, ça passe par des instances de collaboration, comme l'a dit Alexandre, mais sur des périmètres spécifiques. Donc, en suivant des départementales, on suit les communautés qui sont compétents de part et d'autre. Voilà. Après, peut-être que ce qui manque, effectivement, c'est ce côté de coordination au niveau global sur tout le département, mais là, c'est plutôt, à mon sens, une compétence du département, en l'occurrence. Merci. Vous voulez dire, juste par rapport aux communes, vous voulez dire que les communes n'auront plus d'action et ça passera directement… Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris. Dans le cadre de la loi mobilité, dont on a parlé tout à l'heure, oui. Il n'y aura plus que 2. Ça sera soit c'est la région qui est autorité organisatrice de mobilité sur la totalité de la compétence, soit la communauté de communes. Alors, quand on parle de piste cyclable, c'est un petit peu à la marge parce que on peut l'intégrer soit comme compétence mobilité, soit comme compétence voirie. Moi, encore une fois, le message que je voudrais faire passer, et encore une fois, je pratique le vélo. Donc, la question de la voirie, de l'infrastructure, c'est important. Mais il ne faut pas non plus se focaliser que là-dessus non plus, quoi. Voilà. Non, mais oui, d'ailleurs, c'était pas… Oui, effectivement, ce n'est pas la question. Mais c'est quand même… Enfin, je ne suis pas sûre d'avoir
vraiment compris comment vous arrivez à vous articuler entre vous. Mais... Oui, je vais. Est-ce que je peux me permettre d'intervenir, s'il vous plaît? Ouais, Attendez, ouais. Oui, allez-y. Okay. Justement, pour vous répondre sur la cohérence, aujourd'hui, le problème, c'est peut-être l'incohérence des organisations qu'on peut avoir. Bon, ça tend à aller dans le bon sens, mais on prend sur la CAPI, on a des routes départementales, on a des routes CAPI et on a des routes municipales. Quand CAPI fait des travaux, la ville n'a pas forcément les moyens d'enchaîner les travaux. Donc, on est forcément à un moment avec des coupures et c'est vrai que cette cohérence manque. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que sur CAPI, on travaille sur des plans de mobilité, enfin plus largement, qui comprennent le vélo, mais qui comprennent aussi les piétons. Mais c'est vrai que je pense qu'on part de loin. Pendant de nombreuses décennies et jusqu'à il y a peu de temps, le vélo a été oublié et était plutôt vu comme un loisir ou le moyen de déplacement de quelqu'un qui n'avait pas de voiture. Et qu'aujourd'hui, les collectivités et les élus prennent conscience un petit peu de tout ça. Je pense qu'on va on va dans le bon sens. Je lisais tout à l'heure dans les commentaires que CAPI ne mettait que 600 000 € là-dessus. 600 000 €, c'est déjà une somme qui est importante pour une collectivité comme la nôtre, surtout sur ces temps-là. Et c'est surtout, c'est des sommes qui sont en progression quand 90% des délégations aujourd'hui perdent des sous sur leur budget. Donc, je pense que la cohérence, c'est le travail, ce que disait Frédéric Jehin ou ce que disait tout à l'heure Alexandre, c'est le fait que les collectivités puissent travailler entre elles, que des associations comme vous puissent faire un petit peu les passerelles aussi entre les différentes collectivités. Mais je pense qu'on tend à aller dans le bon sens. On n'est pas encore parfait, loin de là, mais il faut aussi se dire qu'on part de très très loin et les progressions qu'il y a eu, enfin voilà, moi je suis élu depuis 2014 et je vois le changement qui est entre 2014 et 2020, même si on n'est pas encore là où on devrait être, on a fait déjà un peu de route. D'accord. Eh ben, on voit que... je voudrais juste prendre la parole par rapport les propos, disons, entre le lien et la cohérence entre les différents services. Si on parle sur le Nord-Isère, le département va lancer en 2021 un appel à manifestation d'intérêt auprès des communes et des intercos, ce qui va permettre, dans un premier temps, de bien identifier les besoins et les projets des collectivités du département dans ce domaine des modes actifs, et ce qui va permettre aussi après de faciliter la définition de l'appel à projet qui va être envisagé dans un second temps, et puis de structurer justement ces appels à projet que vont lancer autant sur les EPCI et ce travail entre EPCI, communes et départements. Là, c'est cette vision que lance le département pour justement, et vous aviez raison de le dire, arriver à ce point de coordination, de travailler ensemble sur ces besoins au niveau des modalités, ce déplacement, que ce soit au vélo ou à pied. Voilà, je tenais à préciser. Merci. Je crois qu'on a effectivement clairement une volonté des élus d'arriver à travailler ensemble en dépit, si on peut dire, de la difficulté des complexités des structures, et c'est très positif. Je vois encore pas mal de discussions dans les questions sur les financements. Je voudrais rajouter une petite... C'est qu'il y a de l'argent. Oui, attendez 30 secondes. Et sur le fait qu'il y a de l'argent, mais que c'est peut-être pas assez pour le vélo comparé à l'argent qu'on dépense sur les routes. Et puis effectivement, je voulais passer la parole à Lionel Cachoulet, qui est de Autour. Donc, notre association a mis membre sur la Tour du Pin et association cycliste active. Allez-y, Lionel. Merci. Je voulais insister et surtout parler aux politiques pour leur demander de bien consulter les cyclistes et les cyclistes du quotidien. Parce que j'ai un exemple pas très loin de chez moi où ils ont installé une grande piste cyclable qui fait pas loin d'1 kilomètre. Et sur cette piste cyclable, il y a des stops tous les 100 mètres à peu près, ou peut-être 200 mètres. Et tous les 200 mètres, il y a un stop pour le vélo, pour céder la priorité aux voitures. Et ça, c'est une ineptie au niveau du cycliste. Ça n'a pas de sens que de stopper un cycliste tous les 100 mètres alors que la piste fait plus d'1 kilomètre, quoi.
Et c'est des petits détails comme ça qui peuvent décourager les gens en disant mais cette piste cyclable, c'est pénible de la prendre parce qu'il faut s'arrêter tous les 100 mètres, quoi. Et on a un autre petit exemple, c'est par exemple des chicanes pour réduire la vitesse. Des chicanes pour réduire la vitesse des voitures, oui, mais dans ces chicanes, il faut découper une bande pour que les vélos, eux, puissent filer tout droit et ne pas avoir la vitesse réduite. Il faut penser que chaque fois qu'on accélère et chaque fois qu'un cycliste accélère, ça lui demande une énergie pas possible. Donc, essayez de consulter les cyclistes, enfin, ou les associations évidemment, mais pour éviter d'investir de l'argent dans quelque chose qui sera inutile, quoi, ou en tout cas moins bien utilisé. Très bien. Donc, en fait, ce que tu veux faire, c'est faire que l'appli Vigilo ne sert à rien. C'est effectivement ce qu'il faut arriver dans un monde réel, c'est qu'il n'y a plus de points noirs à signaler. Exactement. En impliquant les cyclistes dans la conception avant. Pierre-Olivier, est-ce que tu vois d'autres questions dans le chat? Il y en a beaucoup, mais est-ce qu'il y a des choses que tu veux sortir? Alors effectivement, il y a beaucoup de remarques ou de questions concernant l'entretien des pistes cyclables qui sont déjà mises en place. Ensuite, souvent, évidemment, il y a l'amalgame entre les voies touristiques et les voies réellement cyclables pour faire du vélo taf ou du déplacement, on va dire, quotidien. Ensuite, c'est vrai qu'une question me vient, c'est par rapport à finalement une forme de standardisation d'aménagement du territoire routier avec en parallèle finalement les pistes cyclables sécurisées qui serait le vrai vecteur de déplacement en vélo. Alors, pourquoi finalement on n'arrive pas à avoir cette forme de standard d'aménagement avec la CAPI, enfin les Comcom ou les services départementaux ou communaux? Donc, c'est une question un peu ouverte. Qui veut répondre? Je peux me permettre de répondre si vous souhaitez pour notre avis à l'affût. En gros, il n'y a pas vraiment de standard d'aménagement parce que jusqu'à présent, en fait, la piste cyclable n'était pas stricto sensus définie. C'est-à-dire que vous allez voir des bornes qui peuvent faire 1,10 m, tout comme elles peuvent faire 2 mètres parfois. Juste une borne cyclable qui apparaît. Il y a des guides pour construire des aménagements cyclables de qualité, mais qui sont plutôt développés au Danemark ou aux Pays-Bas. Bien entendu, des pays qui sont très cyclables, mais ils ont eu 30 ans pour développer cette science, il faut quand même bien le dire. Et nous, c'est un peu pour ça qu'on a lancé l'Académie des métiers de la mobilité active, des experts de mobilité active. C'est justement pour que d'ici 1 à 2 ans, on ait un premier niveau d'experts qui vont nous monter des sortes de protocoles qui permettent après d'aller encore créer de l'ingénierie cyclable et d'avoir des personnes qui sont vraiment formées pour faire du transport au vélo, plus que du sport vélo ou bien du stop vélo, si vous voulez. Et voilà, le transport, en fait, la version de transport n'a pas été prise en compte et donc les ingénieurs ne transposent pas toutes les connaissances qu'ils ont sur du routier pour le cycle. C'est très difficile à prendre en compte, mais toutes les études sont là et c'est en progrès. Ceci dit, Nord-Isère a fait un très très bon guide des aménagements cyclables, mine de rien, il y a une tentative. C'est effectivement très clair. Merci pour ça. Et c'est une remarque qu'on a eue dans le chat aussi. La difficulté liée à l'insuffisance de compétences dans les aménageurs sur le vélo comparé aux compétences sur la route. Et c'est vrai que l'API est parfois critique de la communauté de communes, la CAPI, mais c'est quelque chose sur lequel la CAPI a été en avant et a recruté quelqu'un qui travaille et qui apporte une compétence vélo sur les aménagements et on a vu que c'était très efficace. Donc, l'argent est important, mais la compétence et l'expertise est aussi important aussi. Je maintiendrai, Christopher, juste que c'est grâce à des associations, c'est grâce aux associations FUB, en particulier sur le terrain, qu'il y a des territoires qui évoluent parce que justement les usagers sont là, parce qu'ils exploitent les campagnes qu'ils font et parce qu'il y a cette volonté qu'on entend autour de la table d'échanger entre les usagers et les décideurs.
Donc, merci en tout cas pour toute cette énergie que vous déployez et j'espère qu'il va se passer des choses dans le Nord-Isère. Alors, je voudrais juste dire, on a dépassé la fin du webinaire techniquement, mais on n'est pas coupé. Je vois qu'on a encore plus de 90 personnes qui soit sont endormies devant leur ordinateur, soit sont encore là. Donc, je propose qu'on continue un peu parce que je vois qu'il y a des questions. Aurélie, je crois que tu as une question. Oui, bonsoir. Vous m'entendez correctement? On t'entend très bien. Très bien. Merci à l'API pour cette initiative, ce dynamisme qui est parti d'une énergie bénévole dans ce que j'ai pu comprendre sur l'organisation. C'est vraiment chouette de pouvoir monter ça avec l'équipe de bénévoles. Et puis, merci aux élus qui se prêtent au jeu ce soir de répondre aux questions. J'avais simplement un complément, une remarque par rapport au travail que fait la GEDEN. Donc, la GEDEN, c'est une association iséroise qui a une implantation sur le Nord-Isère, donc à Bourgoin, où on a nos locaux. Et on travaille beaucoup sur la question de la sobriété. Et le vélo, du coup, est un élément important sur ce travail de sobriété. Ça permet de repenser nos déplacements quand on se déplace à vélo et de se réapproprier l'environnement dans lequel on est, de se réinterroger aussi sur les besoins qu'on a de se déplacer. Donc, la question de la sobriété est vraiment forte à la GEDEN et on traduit ça aussi dans les actions qu'on peut mener donc avec les territoires avec qui on a des conventions d'objectifs. Sur tout ce qui a trait au changement de comportement, en fait, où l'objectif de nos actions, c'est vraiment d'accompagner le public sur le changement de comportement et ça rejoint le travail que fait l'API avec l'atelier Oser le vélo, toute la partie remise en selle. Alors effectivement, les aménagements, c'est quelque chose qui est indispensable pour rendre le territoire cyclable et mettre les gens dans de bonnes conditions, mais il y a tout un travail aussi de pédagogie et de réapprentissage du vélo, mais c'est aussi vrai pour d'autres modes, hein. Ça peut être vrai aussi pour les transports en commun et les covoiturage, mais là, ce n'est pas le lieu ce soir. Donc, je pense qu'il y a aussi ce volet-là à travailler et le développement du vélo et des mobilités de manière générale se fera dans un écosystème qui est global, c'est-à-dire des aménagements et de la pédagogie sur l'accompagnement au changement de comportement. Tout à fait, tout à fait. Et je pense qu'on va prendre deux autres questions. Je vais en prendre une dans le chat et puis je vais passer à Pierre-Olivier pour voir s'il a un autre. Je vais tricher en prenant celui qui est le plus évident. Il y a beaucoup de gens qui ont posé des questions sur le lien entre le vélo et le train, les difficultés parfois à trouver des places dans le train, l'accès aux gares. Est-ce que les élus, il y a un vrai travail, vous avez parlé de la difficulté de coordination, je vais dire entre vous, entre collectivités, mais comment mieux travailler avec la SNCF et quelles sont les actions prévues pour améliorer l'accès aux gares et l'accès au train pour le vélo? Voilà, allez-y. Est-ce qu'il y a des élus qui peuvent nous donner des idées comment faire avancer cet aspect-là? Oui, bonjour, Gaël Gabello, vous m'entendez? Oui. Oui. Alors, je ne suis pas spécialiste des relations avec la SNCF. Néanmoins, vous le savez sans doute autour de cette table virtuelle, il y a un travail important de réflexion qui est en cours sur le nœud ferroviaire lyonnais, avec des sessions de débat public qui ont eu lieu notamment à la CAPI, je me rappelle, si je me souviens bien, l'année dernière. Et il est clair que tout le territoire acte de l'intérêt essentiel pour son rayonnement, son accessibilité à une connexion améliorée avec les services ferroviaires. Et donc, nous attendons beaucoup de ce travail qui va être fait, mais je pense que quand je dis nous, je ne peux pas que les élus, je pense que c'est tous nous autour de cette table qui sommes sensibles à cette question. Nous devons continuer à faire pression pour que le débat puisse continuer à exister avec les SNCF, pour que nous puissions avoir des trains qui arrivent à l'heure, à des fréquences qui soient compatibles avec la proximité de la métropole lyonnaise. Et donc, je pense que c'est à cette occasion que nous aurons un vrai forum pour pouvoir insérer toutes ces questions connexes et très importantes de comment effectivement je peux mettre mon vélo dans le wagon
de la SNCF. Merci. Il y a d'autres remarques sur cette question d'intermodalité, train, bus, vélo? Ou on passe à une dernière question peut-être? Juste pour dire que la LOM oblige l'embarquement des vélos dans les bus, dans tout ce qui va être nouveau matériel, et puis installation pour les anciens matériels. Donc, il faut regarder les spécificités. Et il y a aussi eu des décrets d'application au niveau des gares qui obligent à faire, alors là aussi, il y a des pourcentages en fonction des lieux, toutes des négociations avec la SNCF, mais il y a des obligations par rapport à la mise en place de stationnement vélo au niveau des gares. Voilà, 2021 va être une super année. Merci. Monsieur Sarton. Oui. Excusez-moi, Gaël Le Guévélo encore, vous ne m'avez pas entendu de la soirée, je fais 2 sorties sur la fin, je suis navré. Je voulais quand même ajouter au débat le fait que nous n'avons pas parlé des entreprises, et je le pense, à tort, de l'importance des plans de déplacement entreprises. Je pense que vous avez raison de vouloir faire le lien entre les usagers et les élus. Je pense, compte tenu de l'arrivée de la loi LOM et du bouleversement sur la tectonique des plaques de la gestion des transports par les collectivités qu'elle génère, nos entrepreneurs s'insèrent très clairement à la table des négociations, ont leur mot à dire, mais je pense aussi ont beaucoup de responsabilités, puisqu'ils participeront, je l'espère dans le futur, grandement à structurer les déplacements pendulaires. Donc ça, c'est un premier point. Et je voulais terminer en soulignant l'excellent travail de la FUB et l'outil génialissime que constitue ce questionnaire et sa mise en forme cartographique. Pour nous qui sommes élus, si nous sommes suffisamment futés et si nous sommes à même d'ouvrir grandes nos oreilles pour pouvoir discuter avec vous, associations, pour pouvoir interpréter ces résultats, c'est un véritable outil. Et tant qu'on ne peut pas mesurer, on ne peut pas contrôler. Avec cet outil, la FUB nous donne les moyens, collectivement parlant, de mesurer et donc de pouvoir contrôler l'impact des politiques qui sont mises en œuvre. Et ça, c'est une révolution, sincèrement. Merci à vous. Merci la FUB. Je vais donner la parole à Laurent Schwartz, notre président, pour, je crois que tu as une dernière question, c'est ça? Oui, j'ai une dernière question. Donc, Madame la députée a présenté des plans de financement. On a commencé, je dirais, a priori, donc aucun projet n'avait été déposé par les communautés de communes ou les structures sur du Nord-Isère pour obtenir des financements, alors qu'en fait, j'ai vu passer beaucoup de questions par rapport au financement quand même limité ou qui n'était pas à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer, etc. Est-ce qu'il est bien clair est-ce que quelqu'un s'occupe de ce genre de suivi, de financement? Est-ce qu'il y a dans les communautés de communes, est-ce qu'il y a, je dirais, entre les différents acteurs, donc suffisamment de liens pour se dire, tiens, il y a quelque chose à faire et on a des opérations de terrain qui sont accessibles maintenant rapidement, il y a des financements à disposition, allons-y. Ou est-ce que, effectivement, des financements sont là, mais en fait, on verra dans 2-3 ans quand on aura fait, quand on se sera posé les bonnes questions, alors qu'il y a probablement beaucoup de choses à faire. Donc, entre l'intervention du début et maintenant, en fait, personne n'est revenu sur ces financements de l'État. Alors, effectivement, appel à projet par l'ADEME et tout, mais aujourd'hui, a priori, personne n'est revenu en disant, tiens, c'est vrai, comment on fait demain, dans l'année à venir, pour bénéficier de ces financements? Est-ce que c'est encore accessible ou pas? Oui. Excusez-moi, allez-y, monsieur Géant, désolé. Donc, si je voulais répondre, parce que Madame Abadi, on vous voit. J'ai trouvé où Bonjour. on a mis. Pardon. Non, mais laissez monsieur, c'était Géant, je crois qu'il voulait répondre, et puis je reprendrai juste un mot sur le plan vélo, si vous permettez. Je voulais dire que, en tout cas, pour notre part, la question, c'est pas tant de connaître les dispositifs. Les dispositifs, maintenant, on commence à les connaître. On connaît les appels à projets vélo qui existent. J'ai vu dans le chat, effectivement, qu'il y a la plateforme France Mobilité qui existe. Après, il faut quand même que les projets mûrissent pour pouvoir répondre à l'appel à projet, quoi. Voilà.
Voilà. Mais je rassure Monsieur Schwartz, les dispositifs maintenant on les connaît, que ce soit les appels à projets déposés par l'ADEME, que ce soit éventuellement les aides qui vont être mises en place dans le plan de relance, voire qui peuvent être inclus dans le CRCE. Voilà. Après, il faut quand même avoir, il ne faut pas forcément partir des financements pour aller à l'investissement. Il faut quand même faire l'inverse, quoi. Voilà. Mais je laisse Madame la députée poursuivre. Non, mais je complète, je suis d'accord avec vous, il faut partir du besoin pour aller après au financement. J'avais quand même un petit point pour ce soir parce que on a parlé de maillage du territoire, mais on s'est arrêté à Saint-Quentin-Fallavier au maximum de ce qu'on pouvait faire vers l'ouest. Et je pense qu'il y a encore un travail à faire de maillage et de consolider ce que vous venez de faire ce soir, qui est vraiment admirable, de mettre plusieurs associations, plusieurs élus d'un même territoire autour de la table. Je suis un peu frustrée que mon territoire ne soit pas mieux représenté parce que il y a aussi beaucoup à faire et il y a des connexions à faire. Moi, je pense toujours aux 3 km qu'il y a entre Eyrieux et Saint-Quentin-Fallavier. Eyrieux, un village de 6000 habitants, Saint-Quentin-Fallavier, une gare, il y a 3 km de pistes cyclables qui manqueraient, peut-être même moins, parce qu'il y a des tronçons qui sont déjà très, très sécurisés. Donc, je pense que le maillage est essentiel et le travail que vous venez de faire ce soir l'est tout autant. Sur le plan vélo, il y aura toujours possibilité de demander demain ou après-demain, l'année prochaine, des financements. Ce que je voulais bien redire, que je n'ai peut-être pas bien précisé en début de réunion, le plan vélo finance aussi les études. C'est-à-dire que si on se pose des questions d'opportunité, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on veut peut-être plus des pistes loisirs, on veut des pistes trajets du quotidien. Si on veut pas d'avoir de chicane et pas avoir de stop, si on veut être sûr que les gens utilisent cette piste-là, il faut aussi faire des études et c'est à ça que sert le plan vélo. Et moi, j'ai noté tout au long de la soirée vraiment des choses très intéressantes et je m'engage à les retranscrire pour la préfecture dont on a noté l'absence tout à l'heure dans le chat et aux collectivités territoriales qui étaient absentes, notamment, je vois que les collines du Nord n'étaient pas là ce soir. Bon, je sais aussi qu'ils avaient un conseil ce soir, donc est-ce que ça explique cela? Je ne sais pas, mais je leur ferai passer. Merci beaucoup. Tu voulais dire un mot, Carole? Ou c'est bon? Je vais compléter que dès demain, vous pouvez installer des stationnements couverts, des abris alvéoles cofinancés à 60% par le programme C2E. Donc voilà, c'est simple et ça peut être efficace et c'est accompagné de cours de remise en selle. Voilà. Super. Bon, bah, on est arrivé au couvre-feu à 22h. Hein. Donc, on va terminer. Tu veux dire un petit mot de fin, Laurent, Monsieur le Président? Oui, bah, écoutez, moi je suis particulièrement, je dirais, heureux, impressionné par cette, je dirais, par la richesse et puis par je dirais, toute l'énergie qui a été développée ce soir. L'idée est partie il y a eu 1 mois et demi, donc c'est assez récent. On s'est dit pourquoi pas. On a quelques militants nouveaux qui ont débarqué, qui ont mis une bonne énergie, Cyrielle, Pierre-Olivier Vier et bien d'autres, et qui ont mis une bonne énergie au niveau associatif pour la partie communication, qui a amené à mettre en place ce webinaire. C'était pas gagné d'avance, c'était pas, mais bon, en fait, ça s'est bien fait. En fait, ils ont beaucoup travaillé, beaucoup plus que moi pour cette préparation. Alors, un grand merci à tous. Un grand merci, bien sûr, à tous les panélistes qui étaient là, aux élus qui nous ont fait confiance, qui nous ont rejoints et qui, je pense, ont participé au succès, parce que je pense que c'est un succès avec plus d'une centaine de personnes connectées. C'est presque la totalité des gens qui s'étaient inscrits. Hein, je crois qu'il y avait 120 personnes à peu près. Donc, c'est super. D'un point de vue pratique, alors merci beaucoup à tous. Hein, vraiment, merci à tous. D'un point de vue pratique, donc les interventions ont été enregistrées. Elles vont être mises en
elles vont être mises à disposition. On va sur le site de l'ADPI à minima. Alors, je ne sais pas comment, d'un point de vue pratique, ça va être fait, mais toute cette vidéo sera remise à disposition pour ceux qui voudraient revoir et entendre, ressortir aux élus. Et vous avez dit ça l'autre jour, vous avez pris des risques à venir ici, mais merci d'être venu. Voilà, merci beaucoup à tous. Si tout le monde donne leur autorisation. Oui, s'ils ont donné leur… Voilà. OK, bah merci beaucoup à tous. Et Juste, puis… est-ce qu'on peut faire une photo de tous ceux qui ont bien voulu se prêter au jeu pour communiquer sur Ah oui, si l'événement? tout le monde peut allumer.